Bonjour les amis, Jim Leveilleur. Alors, avec tout ce qui se passe en France, vu d'extérieur, puisque j'habite à l'étranger, j'ai envie de vous dire, vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Ils sont en panique, le gouvernement est en panique, ils ont peur, ils ont vraiment peur. Ils envoient des forces de l'ordre de plus en plus violentes pour essayer de vous dissuader de sortir dans la rue. Et c'est là où il ne faut pas plier, c'est là où il ne faut pas flancher. Vous êtes 3 millions de personnes dans les rues de France. Si demain vous êtes le double, ah oui, alors il faut être le double, hein, parce que vous êtes pacifique. Vous vous faites taper sur la gueule sans rien dire. Si demain vous continuez cette tactique, ça peut fonctionner si vous êtes le double. À peu près 5 millions de personnes dans les rues, ils lâcheront. Maintenant, j'y crois pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi j'y crois pas. Parce qu'ils lâcheront pas si facilement la poule aux œufs d'or. Vous comprenez ? C'est leur bébé, la France. C'est leur territoire. Ils en ont pris possession, comme ils ont pris possession de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne. C'est cette oligarchie dont je vous parle. Si vous ne connaissez pas mon travail, suivez-moi sur mes chaînes, j'ai mis les liens au-dessus, et puis les vidéos précédentes. Ils ne lâcheront pas comme ça leur bébé. Ne croyez pas que du jour au lendemain, ils vont supprimer la 5e République et puis créer une 6e République basée sur le référendum participatif comme chez les Suisses, ce qui, bien entendu, devrait être la base de toute démocratie, c'est-à-dire faire des référendums où on consulte le peuple à chaque fois qu'une décision importante doit être prise pour le pays et le peuple. C'est logique. Il n'y a que les Suisses qui pratiquent ça, à ma connaissance. En Europe, je ne sais pas s'il y a un autre pays, mais je ne crois pas. La France n'est pas une démocratie, c'est un semblant de démocratie. La France, le peuple vote à 23% pour un président, car c'est comme ça que Macron a été élu, avec 23% des votants. Je rappelle que 50% se sont abstenus. Et en fait, il a été élu avec la majorité des 50% restants. Il n'a jamais eu la majorité parmi les Français, jamais. Et on vous fait croire qu'en fait, c'est lui qui est légitime, parce que c'est lui qui est le président, parce qu'il a été élu. Mais il n'a pas été élu. Avec 50% d'abstentionnistes, il ne peut pas y avoir d'élection, ça aurait dû être annulé. Donc aujourd'hui, on est avec un agent des Rothschild qui travaille que pour l'oligarchie financière américaine, et je préfère pas dire plus, et ils ne lâcheront pas la France comme ça. Vous savez combien ça leur rapporte tout ce que vous leur donnez avec la sueur de votre front? Oui, car votre travail leur donne à manger tous les jours des milliards. Des milliards. C'est des milliards que vous leur donnez. Bon, ils ont pris des milliards à l'Afrique. Là, ils vont plus pouvoir. Pourquoi ? Parce que la Russie a dégagé la France quasiment de toute l'Afrique de l'Ouest. Le franc CFA n'en a plus que pour quelques mois, et la France n'a plus rien à gagner en Afrique, ou quasiment plus rien. Donc fatalement, tous les milliards qu'on pillait à l'Afrique chaque année, je crois que c'était 400 milliards. Hein. Ça n'a pas été officialisé, mais c'est à peu près les chiffres qu'on m'a donnés. Si la France prend 400 milliards par an à l'Afrique et ne peut plus les prendre, je vous laisse imaginer où est-ce que le gouvernement doit les prendre. Chez vous, vous allez vous appauvrir de plus en plus. Ils vont durcir le ton de plus en plus. Je ne serais pas étonné qu'ils fassent bientôt appel à l'armée. La vérité, c'est est-ce que l'armée, constitutionnellement, a le droit de venir se protéger un gouvernement contre un peuple qui n'est pas content? Non. Quand le peuple est mécontent, c'est dans la Constitution française, il est de son bon droit de descendre dans la rue. Vous êtes dans votre bon droit dans la rue. Même les manifestations non déclarées sont constitutionnelles et ne sont pas illégales. Ils n'ont pas le droit de vous taper dessus comme ils font. Organisez-vous. Organisez-vous. Filmez-les, faites des rapports, faites des plaintes. Et puis surtout, la seule chance que vous avez aujourd'hui, puisque vous voulez rester pacifiste, et ce que je peux comprendre, hein, vous n'êtes pas des assassins, hein, la seule chance que vous avez en restant avec donc cette tactique, c'est que les forces de l'ordre viennent de votre côté. Il n'y a pas d'autre alternative. Si les forces de l'ordre ne se mettent pas de votre côté, vous n'avez aucune chance. Et je dis bien aucune. Si l'armée vient se mettre de votre côté, cette fois c'est à eux de partir. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ils vont durcir le ton, les choses vont s'empirer. Et donc c'est à vous de voir. Mais vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin. Je suis impressionné par votre résistance à cette violence gratuite. Et je suis impressionné par votre résistance à votre peur d'être frappé, à votre peur de la violence. Vous allez dans la rue quand même. Je suis admiratif, je dis bravo. Essayez de convaincre les gens autour de vous de venir. Bon. Alors certes, n'y allez pas comme ça avec la tête nue, prenez quelque chose qui vous protège la tête, parce que ce sont des tarés en face. Hein. Les forces de l'ordre, on pourrait leur passer un message,
Vous êtes des ordures. Vous êtes des ordures. Des vendus à un système absolument mafieux, scandaleux, illégitime, et en réalité non élu. Vous êtes des pourritures. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'est jamais trop tard pour se racheter, il n'est jamais trop tard pour se rappeler son contrat, à savoir que vous êtes là pour protéger le peuple. En aucune façon pour protéger une mafia de voleurs et de criminels qui piquent les gens avec des injections mortelles et qui nous mettent en quarantaine quand ça les arrange, en confinement quand ça les arrange, ne nous disent pas tout parce qu'ils sont en train de planifier pour le 23 octobre prochain. Le 23 octobre prochain, la sortie de l'euro numérique. C'est Christine Lagarde qui l'a dit dans un interview où elle a été piégée. Et le 23 octobre prochain, si l'euro numérique sort, ça veut dire qu'ils vont supprimer le cash, écrouler la majorité des banques, et le système bancaire va se centraliser. C'est-à-dire que ça va être les grandes banques centrales qui vont tout récupérer. Ils ont déjà vos données, vous êtes déjà classés avec le QR code. La nuit dernière, à l'Union européenne, au Parlement, je crois, a été votée l'identité numérique. Ça y est, c'est voté, et sans la participation des députés européens. Ça y est, ça veut dire que quand la banque va s'écrouler, que le cash va disparaître, parce qu'ils vont l'enlever petit à petit, et que l'euro numérique va arriver le 23 octobre prochain, si vous n'avez pas d'identification numérique, que vous ne voulez pas vous faire identifier numériquement, vous n'aurez pas accès à votre compte bancaire. Voilà ce qui arrive. Et plus tard, ceci sera relié à votre passeport sanitaire. Si vous n'êtes pas vacciné avec des poisons et des injections mortelles, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir accès à votre compte bancaire numérisé. Voilà ce qui arrive à vitesse grand V. Bien entendu, je ne parle pas de la guerre mondiale qui se prépare. Ça sera pour une autre vidéo. Mais voilà où vous en êtes, mes amis. Je parle de l'Union européenne, je parle de l'Occident. Tout va s'écrouler au niveau financier, économique aux États-Unis. Ça va faire boule de neige. C'est l'Occident qui s'écroule, pas le reste du monde. L'Afrique ne s'écroulera pas. La Russie, la Chine, l'Asie ne s'écrouleront pas. C'est l'Occident qui s'écroule sous nos yeux. Vous avez choisi d'y rester et je le comprends. Moi, je l'ai fui à 16 ans. Je savais que ça finirait comme ça. Vous y êtes presque. Bon courage. À suivre. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Elisabeth Borne souhaite donc rencontrer l'intersyndicale la semaine prochaine. Vous avez déjà dit que vous seriez au rendez-vous. Est-ce que vous considérez que c'est une main tendue par la Première ministre ? Non, c'est enfin un rendez-vous qui n'a pas eu lieu depuis le 10 janvier. Depuis le début de la mobilisation sociale, on n'a eu aucun rendez-vous avec un ministre, le ministre du Travail en l'occurrence, ou la Première ministre ou le Président de la République, malgré notre demande. Donc c'est surtout, je crois, la réponse hier à la proposition que nous avons formulée au nom de l'intersyndicale sur rentrer dans dans un espace de médiation et la porte fermée aussitôt par le porte-parole du gouvernement. Et dès l'après-midi, il est arrivé un mail en disant à l'ensemble des organisations syndicales, on vous propose de vous voir soit lundi, soit mardi, soit mercredi. Vous y allez pour parler de quoi ? Des retraites. C'est écrit sur le message que vous avez reçu. Il n'y a rien d'écrit. Du jour ? Non, pas du tout. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit en termes de contenu. Mais vous imaginez bien qu'alors qu'on est à la 10e journée de mobilisation, qui mobilise encore beaucoup de gens, qu'on est dans un moment de contestation très fort dans le pays sur cette réforme des retraites, les représentants des organisations syndicales de ce pays ne vont pas aller discuter avec la Première ministre d'autre chose. On va aller discuter des retraites. Sauf que ce n'est pas le cas. Mais c'est pas possible. Si ce n'est pas lors du jour de cette réunion, il se passe quoi ? Imaginez bien une réunion, c'est un peu comme on est là, autour d'une table, et chacun dit bien ce qu'il veut. Personne va dicter ce que va dire la CFDT. Moi, j'irais en expliquant pourquoi cette réforme est une impasse, pourquoi elle recueille autant de contestations, pourquoi elle est injuste et pourquoi il faut trouver une porte de sortie qui ne soit pas le pourrissement de parier, comme on peut l'imaginer aujourd'hui de la part du gouvernement, sur le pourrissement d'un mouvement social qui n'arrivera pas. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il y a profond rejet de cette réforme et un ressentiment dans le monde du travail aujourd'hui sur la façon dont les choses se passent. D'accord, mais Laurent Berger, vous savez bien ce que dit le président de la République, la Première ministre depuis plusieurs jours maintenant. Ils n'ont pas l'intention de bouger. Si dès le début des conversations, il n'est pas question de parler des 64 ans, d'une quelconque pause, vous faites quoi ? Mais j'en parlerai.
j'en parlerai. Et si on me dit vous ne pouvez pas en parler, il faudra qu'ils puissent sortir. Il faudra que, même si on est accueilli, ils sortiront de la salle ou alors on partira. Mais on va parler des 64 ans. On va parler de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Vous vous rendez compte quand même que il y avait encore hier, selon nos propres chiffres, mais même si on prend les chefs de la police, encore 93 000 personnes à Paris. Nous, on pense qu'il y avait à peu près 1,2, 1,3 million de personnes dans... Oui, mais 1,2 million dans toute la France ? Oui, 1,5 million, entre 1,3 million et 1,5 million. Mais vous savez, elles ont toujours fait ça, les mobilisations, entre des temps forts et des temps plus faibles. Et là, on relaisse du temps d'ici la mobilisation du 6 avril, parce que tout simplement, on sent qu'il y a besoin, notamment sur la question du pouvoir d'achat, que les gens puissent se ressourcer un peu. Donc, il y a toujours une profonde contestation, un profond rejet, un ressentiment qui monte et une colère qui monte. Donc, c'est de ça dont il faut qu'on parle. De quoi voulez-vous parler d'autre ? Moi, on parle de la suite. Non, mais on pourra parler de l'usure au travail, ça fait partie de la réforme des retraites, ça devrait même être dedans. On pourra parler des fins de carrière, ça devrait même être dedans. On pourra parler de l'emploi des seniors, et on pourra parler de ce qui manque dans ce projet de loi sur l'emploi des seniors, notamment en termes de contraintes sur les entreprises. Bon, écoutez, on est invité à discuter avec la Première ministre dans un moment. On reçoit cette invitation en pleine journée de mobilisation pendant la manifestation. On s'est parlé entre nous, je ne sais pas à moi de parler au nom des autres, mais je pense qu'il faut que tout le monde vienne à cette réunion. Est-ce que la CGT ira aussi ? Est-ce que vous en avez parlé alors c'est difficile en ce moment parce qu'il y a un congrès de passation de pouvoir, mais est-ce que vous en avez parlé avec la CGT avant d'annoncer que vous iriez ? Évidemment, il ne peut pas s'engager aujourd'hui, vu qu'il est en fin de mandat au nom de la CGT, mais on était assez d'accord tous les deux pour considérer que c'était un espace qu'il fallait saisir pour aller dire ce qu'on porte aujourd'hui sur la question des retraites, et notamment cette idée qu'il faut suspendre les 64 ans, se remettre autour de la table sur l'emploi et sur le travail, et laisser une chance à un compromis social, alors que le compromis politique a échoué, on l'a vu récemment. Si le gouvernement vous dit, ce qui n'est pas l'hypothèse privilégiée aujourd'hui, on retire les 64 ans, mais on accélère sur le passage aux 43 années de cotisation, vous y allez, vous signez ou pas ? Non, mais vous savez, ce qu'on veut, c'est qu'on reprenne les choses par le bon bout, qu'on arrête de mettre la charrue avant les bœufs. On veut discuter du travail. Et d'ailleurs, dans les interventions, soit du président de la République, soit de la Première ministre, soit du ministre du Travail, on voit bien que le sujet du travail est revenu sur le devant de la scène. Ça, c'est une bonne chose. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est un conflit sur le travail et sur le fait que, pour beaucoup de gens, partir à la retraite est une forme de libération parce que les conditions d'exercice de leur métier, de leur travail, est trop pénible. Donc on veut discuter de tout ça. Et ensuite, je vais vous le dire, la proposition qu'on a faite, c'est on suspend les 64 ans, on a un espace de médiation avec 1, 2, 3 personnes qui vont discuter avec chacune des parties pendant 1 mois et demi, 2 mois, et qui fassent retomber aussi la tension dans ce pays. Et on regarde ensuite s'il y a un espace de compromis possible. Sauf que le gouvernement vous a déjà dit... de tous les sujets. Le gouvernement vous a déjà dit non à la médiation, vous a dit non à la pause. Vous pensez à quel médiateur ? François Bayrou, par exemple, il se propose d'être le médiateur. Non, mais vous ne pouvez pas être jugé parti. Aujourd'hui, tout le monde sait que M. Bayrou, il est dans la majorité et il est... donc, c'est pas... Mais vous avez vu hier que suffisamment en recul. Vous avez vu hier que les députés du MoDem ont repris votre proposition de médiation. Oui, et ils ont raison. Enfin, j'ai entendu M. Mattei, notamment, le président du groupe MoDem. Et je les ai entendus. Ils sont soucieux de quoi ? Ils sont soucieux du ressentiment existant dans le pays et de la tension sociale qui existe dans le pays. Et ils disent, on n'a pas d'autre voie que de se parler. Et quand on entend M. Véran dire, mais attendez, on se parle, on n'a pas besoin de médiation pour se parler. Ça fait 2 mois et demi, presque 3 mois maintenant qu'il y a un mouvement social dans ce pays et on n'est pas capable d'avoir un rendez-vous. On nous le fixe à la va-vite hier. Donc on va aller là, mais on va redire qu'on veut cet espace de médiation parce que c'est le meilleur moyen de sortir de cette crise. Si le gouvernement, si Mme Borne nous dit, écoutez, on ne veut pas parler des retraites, on en parlera. Et si, après, il y a ouverture sur d'autres chantiers, on dira, écoutez, on règle les problèmes des retraites et ensuite on viendra discuter du reste. On en parlera ou alors on quitte la salle. On quitte Matignon. Mais on en parlera, moi. De gré ou de force ? Mais de force... si vous parlez de la retraite à 64 ans et qu'en face, on vous parle usure de fin de carrière, ça risque de pas marcher. Mais non, mais vous voyez bien, on est quand même des gens avec un peu de civilité. On s'écoute. Je veux dire, jamais personne, et d'ailleurs, il faut le dire, on a aussi cette chance dans ce pays, jamais dans une réunion, personne n'a été empêché de parler d'un sujet parce que ce ne serait pas été à l'ordre du jour. Donc, on parlera des retraites, c'est évident pour nous, et on dira, il faut suspendre les 64 ans, ne jouez pas la tension sociale parce que ça se tend fortement, et trouver une solution, et la solution, on vous l'a apportée. Et vous irez, et c'est une question importante pour l'avenir de l'intersyndicale, même si la CGT n'y va pas.
Écoutez, jusqu'à hier soir, la CGT, il n'y avait pas de raison qu'elle n'y aille pas. Oui, jusqu'à hier soir, oui. Vous le dites, parce qu'hier, Philippe Martinez, qui s'apprête à passer la main, a été mis en minorité par ses propres adhérents. C'est la ligne la plus dure de la CGT qui a gagné, de pas grand-chose, un peu plus de 50% des voix. Est-ce que vous êtes sûr que la CGT... Je suis sûr de rien et je ne vais pas m'immiscer la nouvelle patronne ou le nouveau patron ira... Je suis sûr de rien et je ne vais pas m'immiscer dans le congrès de la CGT. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas avoir demandé pendant des semaines d'être reçu pour faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses qui manifestent et qu'on représente, et ne pas y aller quand l'espace est ouvert, même si on sait, on n'est pas naïf, que c'est sûrement pas pour nous annoncer le retrait de la réforme des retraites. Mais on va aller discuter avec la Première ministre pour lui dire ce qu'on pense de la situation. Sauf que vous entendez bien ce qui se dit à la CGT. Votre proposition de médiation, elle a été vécue comme une trahison par une partie de la CGT. Par une partie de la CGT, cette proposition... La ligne qui a tué la direction hier. Écoutez, je vais vous dire comment ça s'est monté, cette proposition. Ça s'est monté en discutant dans le carré de tête entre les 8 représentants des organisations. Il y a la manifestation de jeudi dernier. On a discuté de ça entre nous. On a réfléchi ensemble et on s'est rappelé les derniers jours pour pousser cette idée. Je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait hier sur une antenne et ça a été relayé par Philippe Martinez à Clermont-Ferrand, ça a été relayé sur les antennes par mes autres collègues, Cyril Chabagnier, Frédéric Souillot, etc., Laurent Escure. Donc ça a été relayé par les autres. Voilà, c'est une position de l'intersyndicale. Maintenant qu'il y ait dans nos organisations respectives des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est les débats internes de chaque organisation. Mais aujourd'hui, les gens qui ne sont pas d'accord avec la ligne de Philippe Martinez sont majoritaires à la CGT, depuis hier. En tout cas, oui, il n'y a pas eu de vote de rapport d'activité, je n'ai pas envie de le commenter, ça, ce n'est pas mes affaires. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, l'invité de France Info, 8h41, Maureen Sugnard pour le Fil Info. Une 11e journée de grève nationale organisée jeudi prochain, le 6 avril. Hier, il y avait 740 000 manifestants en France. Dit le ministère de l'Intérieur, quand la CGT affirme qu'ils étaient plus de 2 millions contre la réforme des retraites. Nous irons parler des retraites à Matignon, affirme sur France Info Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. On partira si on ne peut pas parler du report de l'âge légal à 64 ans. Dit encore Laurent Berger. Elisabeth Borne invite les syndicats en début de semaine prochaine. 2 hommes tués par balle hier soir à Rennes, dans le quartier populaire de Maurepas. Le procureur indique qu'un pistolet mitrailleur a été utilisé sur plusieurs groupes de jeunes. Il envisage une affaire de règlement de compte liée au trafic de stupéfiants. Le monsieur sécurité des JO de Paris 2024 suspendu à la demande de Gérald Darmanin. Le préfet Ziad Khoury, accusé de comportement inadapté auprès d'une femme pendant un déplacement à Londres il y a plus d'1 an. Une enquête est en cours. Âge minimum requis 14 ans et non plus 12. Le ministre des Transports présente son plan d'action concernant les trottinettes électriques. Il veut faire passer l'amende de 35 à 135 €. Le casque restera facultatif. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Laurent Berger, il y a un point d'accord entre la CFDT et le gouvernement, c'est sur la nécessité de faire des économies pour arriver à l'équilibre du système en 2030. Comment vous faites si on reste à 62 ans ? Il y a un point de désaccord aussi sur la question de l'équilibre. Vous avez raison de dire que la CFDT... L'objectif est le même, les moyens sont différents. Mais le regard sur ce déséquilibre est différent. Le regard de la CFDT sur ce déséquilibre, c'est qu'il existe autour de 10-12 milliards d'euros par an sur un total de pensions versées de 355 milliards à peu près. Ça veut dire qu'on n'est pas dans les déséquilibres qu'on a connus en 2003, en 2010, en 2014. Ce n'est pas un déséquilibre qui, contrairement à ce qu'a dit le gouvernement et répété le gouvernement, mettrait en danger l'avenir même du système de retraite par répartition. Nous, ce qu'on a fait comme proposition, ça touche autour de l'emploi des seniors. La principale mesure de ressources, c'est celle-ci. Et ce n'est pas moi qui le dis seulement, les économistes. Le cercle des économistes, M. Lorenzi, l'a exprimé aussi en disant qu'il suffit de faire monter le taux d'emploi des seniors de 10 points, il est à 35% aujourd'hui. Mais il suffit en ayant une contrainte exercée sur les entreprises. C'est-à-dire les obliger à embaucher ou leur interdire de licencier. Non, de rendre ça plus coûteux et plus contributeur au financement des retraites si jamais ils n'ont pas une politique à l'écart des seniors qui soit digne de ce nom. Un bonus-malus ? Bonus-malus, ça a plus ou moins fonctionné, parce que moi, le bonus sur l'emploi des seniors, c'est si vous faites quelque chose de normal, vous êtes gratifié. C'est juste normal de garder les gens jusqu'au moment où ils doivent partir en retraite. Donc le CDI senior proposé par la droite, par exemple, ça va pas être dans votre sens. Non, mais c'est une mesure. Vous savez, le CDI senior, c'est une mesure qui a déjà été plus ou moins expérimentée, qui n'a jamais fonctionné, si ce n'est des effets d'aubaine.
Moi, je suis toujours frappé. Il y a un problème dans notre pays sur l'emploi des seniors. Il y a un problème qui n'est pas que du ressort des employeurs, d'ailleurs. Parfois, c'est aussi par biais des accords, on s'arrange et puis les gens, ils partent. Enfin, on signe un accord et les gens partent plus tôt. Et parce que des entreprises, pendant des années, ont signé des accords de pré-retraite. Bien sûr, aussi avec l'aval des syndicats. On est un peu dopé à ça, clairement. C'est ça. Mais ce n'est pas normal de faire dans des grandes entreprises des plans de départ de seniors très avantageux et de le faire reposer pour notre système d'équilibre des retraites sur les professions qui ne peuvent pas avoir ce type de plan et qui sont parmi celles qui sont les plus difficiles. Parce que quand c'est fait, c'est fait avec l'aval des syndicats. Cette réforme des retraites, vous voyez bien qu'elle fait reposer l'effort sur tout ce qu'on appelle les travailleurs intermédiaires qui sont souvent dans les métiers les plus compliqués, qui ont souvent été ces travailleurs de première et deuxième ligne pendant le confinement. Donc le premier point, c'est l'emploi des seniors. C'est fondamental. On a un taux d'emploi des seniors de 35%. Mais je n'ai pas exactement compris votre proposition là-dessus. Comment on améliore ce taux d'emploi des seniors qui est aujourd'hui à 36%, nettement en dessous de nos voisins? Vous rendez obligatoire la négociation d'accord sur l'emploi des seniors dans les entreprises. Sinon, il se passe quoi? Sinon, il y a une sanction pour une entreprise. Et il y a une contribution. Vous mesurez, vous demandez à faire évoluer la situation sur 1 an, 2 ans, 3 ans. À défaut d'évolution de la situation, vous sanctionnez les entreprises. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir cette logique. On entend, vous savez, en ce moment, des entreprises qui disent « Nous, philosophiquement, les 64 ans, les 65 ans, on est plutôt pour, mais on ne sait pas comment on va garder les gens de 62 à 64 ans. » Il y a un DRH ou une DRH, je ne citerai pas son nom, d'une grande entreprise qui m'a dit « Moi, j'ai 20 000 personnes qui sont dans des emplois compliqués, à qui je vais devoir dire, vous travaillez de 62 à 64 ans dans les années à venir, je ne sais pas comment on va les maintenir, c'est déjà difficile de les maintenir jusqu'à 62 ans. » Eh bien, il faut qu'on tienne compte de cela, et ça veut dire qu'il faut plutôt jouer sur aller jusqu'au bout de sa carrière pour chaque salarié, plutôt que de les mettre en invalidité au chômage. Parce que ce que ne dit pas... Parce que vous dites, les entreprises elles-mêmes disent c'est compliqué de les garder jusqu'à 62 ans. Et en même temps, vous dites qu'il faut les sanctionner s'ils ne les gardent pas. Non, c'est compliqué. Ce que je vous dis, c'est compliqué déjà de les garder jusqu'à 62 ans et que d'être obligé d'aller à 64 ans, c'est ça que je voulais dire, je l'ai mal dit sans doute, c'est difficile. Ce que je dis, c'est qu'il faut avoir des plans d'emploi, de maintien de l'emploi des seniors, mais il faut aussi arrêter cette logique où un senior, c'est vu comme quelqu'un de moins productif, c'est vu comme quelqu'un qui coûte trop cher, etc. Donc ça, c'est la première source de revenus pour le système des retraites. Parce qu'on n'est pas, encore une fois, à rechercher des sommes faramineuses. On est à rechercher 10 milliards d'euros par an. Et donc ça, c'est la première piste. Il y en a d'autres. Il y a la contribution des entreprises. Enfin, cette réforme des retraites, elle fait poser tous les efforts les cotisations patronales. Elle fait poser les efforts que sur les salariés. Donc pourquoi c'est un sujet tabou aujourd'hui dans notre pays? Donc, et puis, il y a effectivement la question de l'augmentation de la durée de cotisation. Je tiens à dire une chose. C'est déjà le cas. Parce que j'ai entendu le président de la République dire moi, mes prédécesseurs, ils ont mis la poussière sous le tapis. C'est faux, archi faux. Vous avez signé à la CFDT l'allongement à 43 ans de la réforme Touraine. Oui, parce que... Je reviens sur ce point, j'ai posé la question tout à l'heure, vous n'avez pas tout à fait répondu. Si on accélère ce calendrier de passage aux 43 années de cotisation, vous acceptez ce point-là? Mais c'est déjà dans le projet de loi. Et vous voyez bien que ce sur quoi on conteste, c'est les 64 ans. Et que l'accélération de Touraine, on la considère pas nécessaire, elle était prévue. Et celle-là, on l'assume. On l'a assumée en 2013-2014, quand le système des retraites était gravement menacé dans son équilibre une nouvelle fois. Mais c'est prévu. Ce que je veux dire par là, c'est que l'augmentation de la durée de cotisation dans notre pays, contrairement à ce qui se répand, où ça serait statique, c'est pas statique, c'est déjà en cours. Et regardez ce qui s'est passé. Je le disais à des collègues européens, à des collègues journalistes européens hier, entre 2003 et aujourd'hui, il y a des salariés qui sont passés de 37 années et demie de cotisation à 43 ans et qui sont passés de 60 ans à 62 ans. On n'est pas encore passé aux 43 ans. Oui. Non, on est en cours. Enfin, 42 et quelques. Oui, mais c'est validé. Ce que je veux dire, c'est que c'est validé. Et on est en train de nous dire, mais en fait, on n'a jamais fait d'efforts, il ne s'est rien passé sur les retraites. C'est pas vrai. Laurent Berger, depuis plusieurs jours, et c'était le cas encore hier, notamment à Paris, les manifestations se terminent systématiquement par des violences, des heurts avec les forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a un problème dans le maintien de l'ordre? D'abord, il y a un problème des violences. Il y a des gens qui viennent dans les manifestations. Ce n'est pas que depuis 2-3 manifestations. Hein. Ça a commencé dès les premières. Les Black Blocs avec une intensité, oui, bien sûr, avec une intensité moins forte, mais quand même, qui viennent pour casser, pour s'affronter à la police, s'affronter aux services d'ordre des organisations syndicales parfois, s'affronter parfois aux journalistes, ou en tout cas les bousculer, voire plus. Donc ça, c'est d'abord le premier problème. Et ensuite, il y avait eu un problème avec les organisations syndicales à la manifestation de jeudi dernier.
notamment parce qu'il y avait usage de gaz lacrymogène dans le carré de tête, etc. On s'en est parlé avec le préfet de police hier. Qui vous a dit quoi ? Qui a reconnu... Parce qu'on a entendu effectivement certains de vos collègues syndicalistes dire nous avons été visés délibérément par les gaz lacrymogènes alors que nous étions le carré de tête et qu'il n'y avait pas de débordement. Et ça a été corrigé hier. Ça a été réglé hier. Hier, le cortège syndical, il y a eu des affrontements qui n'ont pas été à la hauteur de ce que chacun craignait, promettait, etc., mais qui ont quand même existé en fin de manifestation. Mais la manifestation syndicale s'est déroulée dans une grande part, même s'il peut y avoir ici ou là des débordements, mais c'est passé dans le calme. Est-ce que vous dites, comme certains à gauche, comme Sandrine Rousseau, par exemple, écologiste, ou Fabien Roussel, le communiste, le gouvernement attend que le mouvement se pourrisse de lui-même, justement, profite des violences pour que, justement, l'opinion publique se retourne? J'en sais rien, et j'espère pas. Enfin, c'est une folie. Ce serait une folie d'avoir ce type de réflexe. Mais depuis le début, on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas essayé, par une voie, par une autre, etc., de dire parlons-nous, essayons de trouver une situation. Il y a une constante. Cette réforme des retraites, elle est rejetée par la majorité de la population, active notamment, mais la majorité de la population. Elle fait l'objet des plus grandes manifestations depuis le début des années 90, dans le calme la plupart du temps pour l'immense majorité des manifestants. Et on ne peut pas considérer, même si on faisait ce pari-là, et je ne fais pas ce procès d'attention, j'en sais rien. Mais si on faisait ce pari-là, de toute façon, il y a plus grave que quelque part ce pourrissement et cette violence, c'est le ressentiment qu'il y aurait derrière. Ce ressentiment du monde du travail, parce que ceux qui manifestent, hier, vous savez, on n'en parle pas, mais il y a des endroits où il y a des villages de 1000 habitants, 1500 habitants, où il y avait des points de rassemblement. D'ailleurs, qui ne sont souvent pas comptabilisés par le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que la contestation, elle s'étend. S'il n'y a pas de réponse politique à la demande sociale sur cette réforme des retraites, il y aura un ressentiment que tout le monde paiera très cher. Donc, aujourd'hui, il est encore temps de se parler, encore temps de mettre en suspens cette réforme et de faire autrement, y compris en trouvant les voies d'un compromis social sur le travail et sur les retraites. Laurent Berger, vous restez avec nous, il est 8h52, le fil info avec Maureen Sugnard. Il n'y avait plus suffisamment de grévistes. Le syndicat qui regroupe les égoutiers et les éboueurs de la capitale suspend le mouvement. Plus de 6000 tonnes de déchets jonchent toujours les rues de la capitale. Mouvement contre la réforme des retraites toujours en cours dans d'autres villes de France, comme au Havre et à Brest. Du côté du trafic SNCF, du mieux pour les voyageurs. 4 TGV sur 5 circulent aujourd'hui, 2 intercités sur 3 et 3/4 des TER. Et alors qu'une 11e journée de mobilisation est organisée le 6 avril prochain par les syndicats, Elisabeth Borne leur lance une invitation pour venir à Matignon en début de semaine prochaine. Le patron de la CFDT affirme sur France Info, confirme qu'il ira pour parler du report de l'âge légal à 64 ans. Le sort de 113 boutiques et plus de 500 salariés en suspens. La marque de jeans Caporal demande son placement en redressement judiciaire et invoque des difficultés financières. Il est soupçonné d'avoir incendié la cathédrale de Nantes en juillet 2020. Son procès débute aujourd'hui. Ce bénévole du diocèse a reconnu les faits. Il était déjà mis en cause dans l'assassinat d'un prêtre en Vendée. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Laurent Berger, 740 000 manifestants dans tout le pays hier selon le ministère de l'Intérieur, 2 millions selon la CGT, c'est moins que la semaine dernière, on l'a dit. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue la semaine prochaine, le jeudi. Est-ce que vous craignez qu'il y ait de moins en moins de manifestants et de plus en plus de casseurs? Non, je ne le crains pas. Je crains qu'il y ait des casseurs. Et qu'il y en ait de plus en plus, je le redoute. Mais moins de manifestants, je ne crois pas. Depuis le début de la mobilisation, on a eu 3 dates où ça a été les plus grandes mobilisations depuis le début des années 90. Donc, et d'autres qui ont été des temps un peu plus faibles, comme celui d'hier. Et quand je dis un peu plus faible, il faut prendre conscience quand même que, selon les chiffres de la police, presque 800 000, entre 700 000 et 800 000 personnes qui manifestent dans les rues. C'est pas rien, 93 000 personnes à Paris, chiffre de la police, parce que comme ça permet de ne pas polémiquer. C'est pas rien quand même. Donc, il y a encore une profonde contestation. Mais les vacances arrivent. Oui, il y a les vacances qui arrivent. On a su, évidemment, ça va peser. Mais en tout cas, il y a une nouvelle date jeudi. Ça laisse un peu de temps pour respirer pour les uns et les autres. Et j'espère qu'elle sera encore massive. Et d'ici à jeudi prochain, qu'est-ce qui doit se passer pour vous ?
Des blocages, vous avez remarqué le week-end dernier beaucoup d'endroits où il y a de l'information aux citoyens, des distributions de tracts, il y a des endroits où il y a des initiatives locales qui s'opèrent, des barrages filtrants, etc. Et tout ça, on nous avait aussi promis qu'on allait mettre le bazar, etc. C'est pas le cas. Donc il faut continuer. Moi, je crois qu'il y a deux atouts. Vous n'appelez toujours pas à des grèves continues pour faire le pont entre 2 journées de mobilisation? Mais d'abord parce que ça se décrète pas comme ça. Et que les salariés, en tout cas les troupes de la CGT qui se mobilisent, c'est pas ce qu'elles demandent. Elles demandent qu'on affiche toujours une volonté de sortir de cette impasse qui est la loi qui a été adoptée, je le rappelle, par un 49.3 qui crée beaucoup de colère et qu'on trouve des voies de sortie pour que les 64 ans, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est le seul truc qui m'intéresse, que les 64 ans, ça ne s'applique pas aux travailleurs concernés. Et donc il y a ensuite l'étape du Conseil constitutionnel. Il y a 2 points sur le Conseil constitutionnel. Il y a la légalité de la loi, d'une certaine manière, et sur son contenu et sur la procédure parlementaire. On a déposé des mémoires au Conseil constitutionnel, les organisations syndicales, ensemble ensemble au global, mais aussi chacun faisant son propre mémoire. Et puis, il y a le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur le référendum d'initiative partagée, qui est une initiative parlementaire qui a été menée et qui peut aussi être un moyen de sortir de ça en disant mais écoutez, mettons sur pause et puis regardons ce que les citoyens si le Conseil constitutionnel ne censure ne serait-ce qu'une partie de la loi, c'est une victoire pour vous? Vous savez, je viens de vous dire, je ne vais pas être pris en contradiction, je viens de vous dire que ce qui m'intéresse, c'est que les 64 ans ne s'appliquent pas pour les travailleurs concernés, notamment tous ceux dont j'ai parlé de première et deuxième ligne pendant le confinement. Donc on verra sur quoi le Conseil constitutionnel peut se positionner. Mais moi, je pense qu'il y a un problème, il y a un problème dans le processus parlementaire et il y a un problème surtout sur les 64 ans dans ce projet de loi. Donc j'espère que c'est là-dessus que ça jouera. Laurent Berger, la municipalité de Saint-Ouen, en banlieue parisienne, a décidé de mettre en place récemment un congé menstruel pour ses employés. Les agents pourront poser 2 jours d'arrêt par mois sur justification médicale sans retenue de salaire, évidemment. Faut-il plus largement l'expérimenter ou même généraliser ce dispositif? Oui, je crois qu'il faut plus largement l'expérimenter. C'est le cas en Espagne. C'est le cas dans certains pays asiatiques. Je crois qu'il faut l'expérimenter. Il faut en faire un objet aussi de dialogue social pour pas que ce soit une stigmatisation. C'est ce que disent certaines associations féministes, on va accorder ce droit à un congé menstruel, mais les carrières des femmes vont s'en ressentir. Oui, mais c'est un des risques à chaque fois lorsqu'on veut aussi prendre en compte des réalités, des réalités particulières. Et là, en l'occurrence, la question des règles pour les femmes, je pense qu'il faut expérimenter et le faire par la voie du dialogue social pour que ce soit... C'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même un tabou, une forme de tabou qui tombe. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Moi qui suis féministe, comme mon organisation syndicale, on trouve que c'est une bonne nouvelle que ce tabou tombe enfin. Mais par contre, il faut le faire par le dialogue social, ce qui permet d'avoir une approche normale. Classique, enfin voilà, c'est quelque chose, un droit, comme on l'a fait en Espagne. Mais ça pourrait faire l'objet, par exemple, d'une négociation nationale. Vous savez, en Espagne, oui. En Espagne, il y a une loi. L'Espagne, qui est quand même aujourd'hui sur la relation entre les organisations syndicales et un gouvernement, est quand même une forme de modèle. En Espagne, ils trouvent des accords quand ils veulent, y compris sur des sujets compliqués. C'est pas un pays facile, y compris sur le terrain de l'emploi, du travail, etc. Mais aujourd'hui, il y a une vraie volonté de la part du gouvernement espagnol de dialoguer avec les organisations syndicales espagnoles. Et ils ont réussi sur ce sujet-là, y compris à avancer. Donc on pourrait le faire comme ça. Ça peut se faire aussi en titre d'expérimentation, enfin de mise en œuvre locale dans les entreprises. Et puis après, il y a aussi le jour de carence. Il faut être très clair. Une des approches, c'est qu'il faut faire tomber la carence sur les arrêts... la journée non payée. La journée non payée sur les arrêts maladie, parce que ça ira avec. Mais oui, enfin on peut parler de ce sujet-là, qui est une vraie galère, une vraie douleur pour nombre de femmes. Et je trouve que cette expérimentation, elle a le mérite d'exister. Merci beaucoup, Laurent Berger, invité de France Info ce matin. Bonne journée à vous. Merci. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Charles de Courson. Bonjour. Vous êtes député centriste de la Marne et vous êtes un véritable personnage de l'Assemblée nationale. Certains ne vous connaissent peut-être pas. Je vais en profiter du coup pour vous présenter. Vous êtes doyen de l'Assemblée, élu et réélu sans discontinuité depuis
30 ans. Vous êtes fils et petit-fils de résistants. Vous êtes descendant d'un régicide. Votre ancêtre, déjà député, avait voté la mort du roi Louis XVI. Vous êtes un homme que tous saluent dans quelques rangs, que ce soit du côté de la gauche comme de la droite, comme intègre. Vous avez d'ailleurs participé à la chute de Jérôme Cahuzac, dont vous présidiez la commission d'enquête. Respecté et estimé. Et aujourd'hui, vous êtes en combat contre cette réforme des retraites, à la fois sur le fond et sur la forme. Et vous brandissez une menace, une motion de censure qui pourrait, exceptionnellement, contrairement à celle du RN ou de LFI, rassembler une large partie de l'Assemblée. C'est un scénario plausible? Vous savez, tout peut arriver dans le monde politique, mais je crois que l'important, c'est le fond. Moi, je suis pour la réforme des retraites. Pourquoi ? Parce que le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, ce qu'on appelle le rapport démographique actif sur inactif, se dégrade constamment. Et donc, on voit bien que si on veut maintenir le pouvoir d'achat des retraités, il faut inciter nos concitoyens à travailler plus longtemps. Et ce qui ne va pas dans ce texte, c'est qu'on veut imposer, au lieu de faire des mesures incitatives, c'est d'augmenter la décote. Moi, je suis favorable à augmenter le nombre d'annuités, mais de respecter la diversité des choix de chacun de nos concitoyens. Vous estimez que cette réforme des retraites-là, elle ferait, je vous cite, peser l'effort sur les plus modestes? Mais c'est incontestable. D'ailleurs, le gouvernement n'utilise plus le terme de justice, puisqu'il est évident qu'en portant de 62 à 64 ans, les 17 milliards, un peu plus de 17 milliards d'économies, elles reposent sur qui ? Ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Et qui sont ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans ? C'est plutôt des gens qui ont des carrières modestes et qui ont des courbes de carrière assez plates. Voilà. Et donc, faire porter ces efforts uniquement sur ces catégories, c'est fondamentalement injuste. D'ailleurs, le gouvernement n'ose plus parler de justice. Ce qui était pourtant l'un de ses arguments au départ. L'un des deux arguments. Comment on en est arrivé là ? Ensuite, on va essayer de tirer le fil de ce scénario et comprendre à partir de la commission mixte paritaire, des 2 jours qui viennent, qui vont être des jours évidemment décisifs. Mais comment on en est arrivé là ? Je pense que l'origine de tout cela, c'est la position du président de la République lors des dernières campagnes présidentielles. Je vous rappelle qu'en 2017, le président Macron, alors candidat, s'était engagé à ne pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite. 5 ans plus tard, il explique qu'il faut porter de 62 à 65 ans. Mais le système de retraite français, c'est 42 régimes. Vous avez le régime de l'Opéra de Paris. Madame, vous auriez été danseuse, eh bien, vous auriez pu prendre votre retraite à 40 ans. Voilà. Mais si vous êtes dans les professions libérales, vous avez des professions libérales où l'âge légal de départ à la retraite est à 67 ans. Vous en avez d'autres à 65. Il y a une extrême diversité. Donc il fallait surtout ne pas dire cela. Ne pas choisir un âge de référence. Bien sûr, en disant que c'est pas l'âge légal. L'âge légal, il est très divers dans les 42 régimes, premièrement. Et deuxièmement, de rappeler que dans le régime général, la moyenne d'âge de ceux qui partent à la retraite, on vient de dépasser les 63 ans. Et ça continue à augmenter, sans toucher aux 62 ans. Pourquoi ? Parce que si vous avez fait quelques études et que vous avez commencé à travailler à 21, 22, 23 ans, avec les 42 annuités actuelles, puisqu'on passera de 42 à 43, vous ajoutez 42 ans, vous voyez mais Charles que vous êtes déjà au-delà. Si je vous écoute, c'est à la fois le retournement du président version 1 du Macron qui disait non, on ne touchera pas à l'âge, ce serait même injuste, à la version 2 qui est on passe à 65 ans, c'est aussi un manque de connaissances. Alors, c'est aussi pour cela que vous êtes très respecté à l'Assemblée, c'est que les rouages et le fonctionnement de notre pays et de notre administration, vous le connaissez par cœur. Est-ce que c'était un manque de connaissance de cela qui a entraîné le gouvernement dans cette complexité aujourd'hui ? Je pense. Ça les a dépassés. Et après, le président s'est acharné. Alors, il a dit non, 65, ça pourrait être 64, vous voyez. Alors, on dit qu'Elisabeth Borne a joué aussi un petit rôle là-dedans en disant 65 ans, c'est une folie, 64 ans. Mais il a donné l'ordre de tenir bon là-dessus. C'est une erreur fondamentale. Il a réussi à se mettre à dos la totalité des syndicats, y compris les plus modérés, les plus réformistes,
qui sont conscients, pour les plus réformistes. Notamment la CFDT. Notamment la CFDT, mais la CGC, la CFTC, enfin, je veux dire, voire l'UNSA, étaient tout à fait prêts à des débats. On a eu des débats avec Laurent Berger, et il a humilié les corps intermédiaires, en plus. Hein. Humiliation? Oui, c'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, quand nous avons été auditionnés, nous savions que tout était déjà décidé. C'était pour faire croire qu'il y avait eu une discussion. Il n'y avait pas de discussion. C'est tout cela, Charles de Courson, sur le fond qui vous oppose à cette réforme. Je reste un instant avant de parler de la procédure sur ces fameux régimes. Vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut y compris revenir sur le régime le régime de retraite du président de la République. Je suis de ceux qui pensent qu'on est d'autant plus crédible dans la vie qu'on donne l'exemple. Vous voyez, c'est mon père qui m'a enseigné cela. Et en l'espèce, les parlementaires auraient dû donner l'exemple. Alors, pour ce qui concerne les députés, nous l'avons fait, aujourd'hui, on a réformé par 2 fois, on a divisé par 2 les droits à retraite des députés. On est très proche actuellement du régime des pensions civiles et militaires ou du régime général. Et moi, je disais à mes collègues, allons jusqu'au bout et allons au régime général. Les nouveaux, et en mettant en extinction donc le système d'aide, le système de retraite des députés. Quant aux sénateurs, ils n'ont pas réformé leur régime. Et donc, ils donnent l'exemple. Et quand je vois M. Retailleau nous expliquer, à juste raison, qu'il faut mettre en extinction les régimes spéciaux, mais lui, il est excessif. Il dit qu'il faut même accélérer leur convergence par rapport au régime général. Mais non, soyons équilibrés. Vous avez envie de lui dire, bon, commencez par les sénateurs, quoi. Mais bien sûr, mais qu'ils commencent, qu'ils donnent l'exemple. Voilà. Alors maintenant, on nous explique que peut-être qu'ils tiendront compte, si ce texte est voté, de ce qui a été voté pour aménager, etc. Mais ils n'en ont pas fait un préalable. Mais non, mais il fallait commencer par cela. Et le président, Charles de Courson ? Eh bien, vous savez qu'il n'a pas de régime de retraite. Il ne cotise pas, et alors on lui a donné, par une loi de 1955, une somme de, je crois, 6 000 € de mémoire par mois. Mais, et lors de la précédente discussion qui a avorté en 2019, le gouvernement s'était engagé, avec l'accord du président, qu'il soit immatriculé au régime général. Et ça n'a pas été fait. Un décret pourrait... mais qui paye donc des là encore, vous dites sociales. à Emmanuel Macron, montrez l'exemple. Mais bien sûr, que tout le monde montre l'exemple. Charles de Courson, la procédure à partir d'aujourd'hui, c'est donc cette commission mixte paritaire dont la composition a été révélée, qui se réunit toute la journée demain. Vous en faites partie en tant que suppléant, c'est-à-dire que vous serez dans la salle, vous serez dans les débats, même si vous ne faites pas partie de ceux qui vont voter. Est-ce que vous demandez à ce que ces débats soient publics ? Alors, j'ai vu que notre collègue du Parti socialiste le demandait. Il devrait poser une question plus large. C'est que la commission mixte paritaire n'a pas de règlement intérieur. Ça, c'est curieux. Quoi, ça ? Je vois vos règle. yeux qui s'en étonnent. Il n'y a aucune règle. Vous voyez, il y a un règlement de l'Assemblée nationale. Oui, vous le brandissez tous. Il y a un règlement souvent. du Sénat. Voilà. Il n'y a pas de règlement. Et on n'a jamais élaboré un règlement. Et c'est une instance à huis clos. De manière un peu informelle, en l'absence, oui, les 2 rapporteurs exposent un peu, puisque les 2 rapporteurs se concertent avant pour voir est-ce qu'on pourrait trouver un accord, etc. Et donc, ils font rapport devant la commission mixte. Après, on discute. Vous voyez, et un jour... Vous n'avez pas l'air de trouver ça très sérieux. C'est pas ça, je dirais pas ça. Je dirais que rien n'est transparent dans cette affaire. Un jour, j'étais arrivé avec des amendements. Parce qu'on peut amender en commission mixte paritaire, et pas simplement les 2 rapporteurs du texte de l'Assemblée et du Sénat. Et alors, j'ai eu une réaction, mais c'est pas possible. Et je dis bien sûr que si. Je dis, on a quand même le droit d'amendement, y compris en commission mixte paritaire. Les amendements d'ailleurs ont été rejetés, mais peu importe. J'ai dit, c'est pour le principe. Je dirais, on doit discuter. Donc c'est une instance, effectivement. Il n'y a même pas de compte-rendu. Est-ce que vous souhaiteriez que celle-ci... Alors là, on est vraiment très très loin de la transparence, s'il n'y a même pas de compte-rendu et qu'en plus tout ça se passe à huis clos. Mais est-ce qu'au minimum, il faudrait qu'il y ait un compte-rendu ? Est-ce que même il faudrait que les portes soient ouvertes ? Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choquerait pas que ceci soit public. Et peut-être que certaines modifications de la loi qui sont intervenues en commission mixte paritaire ne seraient pas passées si ça avait été public.
Vous voyez ? Ils auraient été obligés d'assumer. Bien sûr, bien sûr. Donc, en tout cas, ce que vous nous dites ce matin, c'est que rien ne s'oppose à la transparence de ce débat, puisqu'il n'y a aucun règlement, ni dans un sens, ni dans l'autre. Absolument. Charles de Courson, est-ce que cette commission mixte paritaire peut arriver, ou va sans doute vraisemblablement arriver à un accord ? Un consensus. Oui, je le pense, puisque la majorité, il y a 14 membres. Bon, vous avez 5 représentants de la minorité présidentielle, 5 représentants centristes républicains. J'entends bien que vous précisez minorité présidentielle. Ils sont minoritaires partout, les représentants de la tendance présidentielle. Emmanuel Macron, pourtant, hier, a fait savoir aux journalistes, via son entourage, qu'il avait dit avoir une majorité solide. Voilà le script de ce que l'on nous a fait passer. Il ne faut pas perdre le fil de la réforme. Cette réforme est une nécessité absolue pour le financement de notre retraite, de nos retraites et de la solidité du pays. Nous avons une majorité solide. Écoutez, c'est l'opinion du président. C'est une opinion, mais ça n'est pas factuel. Je constate qu'à l'Assemblée nationale, les 3 groupes de l'ex-majorité présidentielle devenue minorité présidentielle sont minoritaires. Ils ont 46% des sièges. Donc les différentes oppositions ont 54% des sièges. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient la majorité à l'Assemblée nationale. Donc tirons le fil. La commission mixte paritaire se réunit demain. À l'issue de cette journée, un accord est trouvé et un texte sur lequel tout le monde se met d'accord. La journée de jeudi, dans ce cas, devient une journée de vote. Oui. Le matin au Sénat, oui, l'après-midi à l'Assemblée nationale. Oui. Sauf si le gouvernement, ayant fait les comptes, se dit on n'a pas la majorité, en effet, et dans ces cas-là, il dégaine le 49.3. Oui, l'hypothèse la plus vraisemblable, effectivement, c'est un accord de CMP qui sera... il y aura une majorité au Sénat pour le voter. Le problème, c'est à l'Assemblée nationale. Et là, le gouvernement aura à trancher. Est-ce qu'il va, comme il l'annonce, soumettre au vote, ou est-ce qu'il déclenche le 49.3 ? Sachant que il peut déclencher le 49.3 à tout moment, au tout début, pour éviter tout débat, ou en laissant déjà un peu une discussion générale, etc. Vous savez que le gouvernement peut le faire à tout moment. Au cours de l'après-midi, à tout moment, il faut juste convoquer un conseil des ministres. Alors, le conseil des ministres se réunit demain, le mercredi. Ils peuvent le décider demain, mais comme c'est en pleine discussion en commission mixte paritaire, je serais très étonné qu'ils le décident, puisque ça serait une pression sur la CMP. Donc ils auraient intérêt à attendre la journée de jeudi pour sortir de leur chapeau. Oui, donc on murmure qu'il y aurait un conseil des ministres exceptionnel jeudi matin, pendant que le Sénat vote, puisqu'ils n'ont pas d'inquiétude au Sénat, dans l'hypothèse où il y aurait un accord. Et si le compte n'y est pas, et d'après d'ailleurs notre compteur, le compteur BFM TV, qui compte les députés qui se disent, au moment où on se parle, sûr de voter pour ce texte, il n'y en a que 196 sur les 287 requis. Alors, il ferait le 49.3, et c'est le moment où vous pourriez, sortir une motion de censure. Bien, oui, parce que toute cette affaire est quand même un déni de démocratie. Déni de démocratie sociale à l'égard des partenaires sociaux, dont on a besoin pour gérer ce pays. Mais déni de démocratie à l'égard du Parlement, car avoir utilisé une loi rectificative de financement de la sécurité sociale pour en fait empêcher un vrai débat en limitant à 20 jours l'Assemblée nationale, 15 jours le Sénat et 15 jours en vote définitif, c'est un détournement total de procédure. D'ailleurs, on ira s'en expliquer au Conseil constitutionnel. Ça veut dire quoi, ça, Charles de Courson ? C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs recours au Conseil constitutionnel contre ce texte s'il était voté. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a encore un deuxième étage dans la possibilité de faire tomber cette loi. Il y a le 49.3, il y a la motion de censure. Ça, on va encore y revenir. Mais vous êtes déjà en train de nous dire que si jamais cette procédure-là n'aboutissait pas, vous avez encore un recours au Conseil constitutionnel qui pourrait casser cette loi ? Alors, elle pourrait être invalidée ? Oui, ou tout en partie. Vous savez, il est difficile d'anticiper les décisions du Conseil constitutionnel. Mais Parce qu'ils l'ont glissé dans un texte qui... dans si une procédure qui n'était pas adaptée. Il y a un vrai problème de déni de démocratie, c'est d'avoir utilisé une loi de financement de la sécurité sociale pour faire une réforme des retraites.
Je vous rappelle que les ça lois... vous paraît absurde. Cette procédure n'avait été utilisée qu'à 2 reprises depuis la création des lois de financement de la sécurité sociale. Et en général, c'était suite à des décisions de baisser les cotisations sociales, donc ça impactait les comptes sociaux. Et donc, alors que là, il fallait... c'est pas ça. Non, ça impacte totalement marginalement en 2023 à hauteur de 400 millions. Voilà. Donc, il y a un recours sur la forme. Et puis, il y a des recours sur le fond. Il y a toute une série de cavaliers budgétaires. Le plus célèbre, ça sera l'index senior. Tout le monde sait, y compris au gouvernement, que devant le Conseil constitutionnel, cet article tombera, puisqu'il n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Donc c'est un jeu de dupes quand le gouvernement dit aujourd'hui, nous sommes bien conscients de la difficulté à embaucher les seniors. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons rajouté dans ce texte cet index senior. Au fond, ils savent que c'est du vent, que ça ne tiendra pas. Enfin, c'est d'autant plus du vent que c'est pas la loi qui définit index senior. On dit aux partenaires sociaux, débrouillez-vous par branche pour définir quels sont les bons index dans chacune de vos branches. Ça veut dire que pour une fois, là, ils font confiance aux partenaires sociaux. Oui, mais alors, c'est extraordinaire, une loi qui lance l'idée d'un index et qui dit les partenaires sociaux définiront l'index. C'est quand même formidable. Mais je vous rassure, sans aucune sanction. C'est ces lois incantatoires, on fixe des règles, mais il n'y a pas de sanction. Donc, une règle sans sanction, il vaut mieux qu'elle n'existe pas. Revenons au scénario, Charles de Courson, ce 49.3 dégainé donc, et vous qui dites qu'il y a un véritable déni de démocratie, et ça vous conduit à envisager de déposer une motion de censure. Une motion de censure déposée par des centristes, c'est rarissime. Les motions de censure, en tout cas depuis le début de ce quinquennat, elles ont été déposées soit par le Rassemblement national, soit par la France insoumise. Si une motion de censure émanait de vous, je le disais en préambule, vous êtes un député très respecté par tous les bancs de l'Assemblée, alors tout le monde pourrait se réunir sur votre motion de censure. Je rappelle qu'aujourd'hui, quand le RN dépose une motion de censure, le LFI dit non, ça on la vote pas parce qu'on ne veut pas voter le RN. Alors que si ça vient de Charles de Courson, il n'y a pas cette pudeur-là. Je vous rappelle que pour déposer une motion de censure, il faut avoir 58 signatures, c'est-à-dire 10% de l'Assemblée, c'est-à-dire 58. Et que c'est une idée que dans plusieurs groupes politiques nous caressons, qui serait de faire une motion de censure transpartisan. C'est-à-dire pour tous ceux qui défendent une véritable démocratie. Vous voyez, on a des différences nombreuses entre nous, mais de ne pas laisser passer un texte qui est un tel déni de démocratie. Et je pense que c'est l'intérêt de la démocratie et l'intérêt du peuple français. Vous êtes donc décidé à le faire ? On est décidé, ça dépend pas que de moi, ça dépend de beaucoup de discussions qui ont lieu depuis plusieurs jours dans cette hypothèse du recours au 49.3. Je rappelle que le gouvernement fait déclaration sur déclaration en disant qu'il n'aura pas recours au 49.3. Donc cette hypothèse peut-être ne se réalisera pas. Vous les croyez ? Vous qui savez tenir les comptes et qui connaissez l'Assemblée. Vous savez, j'ai quelques doutes parce que certains bons esprits pensent que le gouvernement dit cela pour se dédouaner de son recours. C'est-à-dire de dire, moi je ne voulais pas avoir recours au 49.3, mais on m'y a contraint. Vous voyez, je suis une victime. Non mais c'est à mourir de rire, si vous voulez. Ce que je constate, c'est que M. Véran déclare urbi et orbi qu'il n'y aura pas recours au 49.3. Bon, dont acte. Donc la question que vous me posez dans cette hypothèse ne se pose plus. Mais on a bien compris que vous estimiez que c'était une forme de poker ou en tout cas de théâtre. Charles de Courson, est-ce que vous savez si la France insoumise, par exemple, serait prête à voter votre motion de censure ? Interrogez-les, ce n'est peut-être pas exclu. Ce n'est peut-être pas exclu. Je vois que vous voulez leur laisser à eux la primeur de le dire, mais en tout cas, dans vos discussions avec eux, ce n'est pas exclu. Ça veut donc dire que cette motion de censure-là, elle pourrait rassembler sur son nom les députés RN, les députés LFI, une partie des députés centristes, une partie des députés LR. Le compte y est presque pour faire tomber le gouvernement. Peut-être, oui, mais ça dépend de chacun, que chacun prenne ses responsabilités. Mais tout ceci sera tranché mercredi après-midi, après la commission mixte paritaire, où on saura est-ce que le gouvernement maintient son idée de ne pas avoir recours au 49.3 ou à recours au 49.3. Les syndicats demandent un référendum. Est-ce que vous estimez, vous, que ce serait aussi une bonne sortie de cette crise ?
Le référendum d'initiative populaire, puisque tel est le nom qui est dans la Constitution, suppose que les initiateurs de cette initiative recueillent 4 millions de signatures. C'est pas simple, hein. C'est pas impossible, mais jusqu'à présent, jamais on a réussi. Il faut trouver un certain nombre de parlementaires, ça c'est pas un problème, mais la procédure qui est prévue par le référendum d'initiative populaire est extrêmement complexe et, si vous voulez mon sentiment, je pense que les partenaires sociaux qui ont lancé cette idée, c'est pour montrer qu'il y a une démocratie sociale qui est très importante pour l'équilibre politique de notre pays. À laquelle ils sont attentifs, à laquelle vous êtes attentifs, vous qui vous portez aujourd'hui comme l'un des garants de la démocratie parlementaire. Un mot encore, Charles de Courson, est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes inquiet des conséquences de cette crise aussi entre une partie du peuple et le gouvernement? Oui, parce que je pense qu'on est dans une situation politique tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité dans ce pays, que ceux qui gouvernent sont ultra minoritaires dans le pays et que ceci est dangereux pour l'équilibre politique et que le grand risque de ce pays, c'est que ceci favorise les extrêmes. Votre alerte ce matin, Charles de Courson, député centriste de la Marne. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions sur RMC BFM TV. Bah écoutez, c'est deux choses totalement différentes. Moi, je me considère que cette manifestation reste très importante sur tout le territoire, avec tout ce que fait le gouvernement pour démobiliser les gens, pour les balader avec des promesses de discussion qui sont totalement illusoires, puisqu'en fait le gouvernement ne veut rien mettre sur la table de concret, il veut juste faire croire aux gens qu'il se passe quelque chose, alors qu'il se passe rien, comme il se passe rien en fait depuis 6 mois, et que le gouvernement ne fait jamais de compromis. Et aussi, il faut le dire, cette manipulation de la violence par le gouvernement, de faire peur aux honnêtes gens d'aller manifester, d'expliquer, de faire croire aux gens qu'ils peuvent être menacés s'ils y vont en famille, ou qu'ils vont être associés à des violences auxquelles les gens ne souhaitent pas être associés. Et ben malgré toutes ces tentatives d'intimidation, il y a du monde dans la rue. Et moi, j'invite toutes les personnes qui nous suivent et qui nous font confiance à faire confiance à l'intersyndicale pour aller manifester et défendre leurs droits dans le calme. Pour ce qui est de Laurent Berger, moi je peux vous interrompre là-dessus parce qu'on se demande quand même si vous ne faites pas de l'extraordinaire super récupération de mouvements sociaux, d'autant plus qu'on ne voit pas beaucoup quand même les militants du Rassemblement National dans les défilés, à moins que mes... Non mais ça n'engage que vous. Moi, mes militants dans la Somme, mon suppléant, mon suppléant, vous pouvez vérifier sur les réseaux sociaux, il se rend aux manifestations, soit à Amiens, soit à Beauvais, et on a beaucoup de militants qui vont dans les manifestations, mais ils ne y vont pas avec des drapeaux évidemment. Donc on ne peut pas nous accuser de tout et son contraire. De toute façon, la classe ouvrière, elle est à 70% à voter pour Marine Le Pen au 2e tour de la présidentielle. Donc évidemment, ceux qui défendent leurs droits sociaux sont évidemment des électeurs de Marine Le Pen et d'autres familles politiques. Moi, je ne suis pas là en train de défendre ma boutique. Moi, j'explique que tous ceux qui tiennent au modèle social français doivent aller, s'ils en ont le cœur et s'ils en ont l'habitude, doivent aller manifester calmement et ne pas céder à l'intimidation et aux manipulations de divers ordres. Voilà. Et je pense que c'est important, et on ne peut pas nous accuser parce que on dit oui, quand on n'est pas présent dans la manif, on fait de la récup, et puis quand on y est, on ferait de la récup aussi. Donc de toute façon, quoi que fasse le Rassemblement National, on est toujours accusé des pires vicissitudes. Donc nous, on est constant. Vous savez très bien que notre politique face aux manifestations, elle a toujours été la même depuis que Marine Le Pen dirige le Rassemblement National. On n'a aucun changement de ligne. J'entendrai votre critique, et elle serait de bonne foi si le Rassemblement National changeait d'attitude sur les manifestations tous les 4 matins. On n'a jamais fait de la récupération ou de la filtration des manifestations. Nous, on estime que la cause est bonne. Voilà. Et que pour le moment, l'intersyndicale a assuré, il faut le saluer, même si ce sont parfois les leaders syndicaux des adversaires politiques, ils ont assuré des conditions de manifestation tout à fait honorables. Le problème, c'est pas que l'intersyndicale aille rencontrer la Première ministre. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va chercher et qu'est-ce que le gouvernement est prêt à envoyer comme signe pour à la fois envoyer des signes d'apaisement et faire en sorte qu'on se remette en bonne dynamique. Si c'est pour répéter les arguments qui nous sont donnés depuis le début, cette rencontre ne servira pas à grand-chose. Et en tout cas, elle doit être mise sous surveillance des travailleurs et de toutes celles et ceux qui sont opposés à cette réforme. Mais ça veut dire que pour vous, s'il n'est pas prévu par la Première ministre de parler des retraites, ça ne sert à rien d'y aller?
Écoutez, on est en mouvement depuis plus de 2 mois, avec des grèves dans des secteurs importants, des journées d'action qui, malgré les aléas qu'on peut rencontrer ici et là, sont toujours massives. Y aller pour s'entendre dire que la réforme sera mise à l'œuvre, ça ne servirait pas à grand-chose. Maintenant, c'est la responsabilité de la Première ministre de faire en sorte que ce que nous revendiquons depuis le début soit entendu. Si ce n'est pas le cas, il ne faudra pas s'étonner qu'on assiste à des scènes compliquées et que la grève perdure dans de nombreux secteurs. Mais Olivier Matteux, pardon, mais est-ce que vous faites du retrait de la réforme un préalable ou de la pause un préalable? Mais ce n'est pas une question de préalable ou pas. L'intersyndicale porte depuis le début, et je trouve de plutôt bonne manière, le retrait de la réforme. Il semblerait qu'il y ait eu des propositions qui aient été balayées, notamment au niveau de la médiation. On n'a pas très bien compris d'où sortait cette proposition, mais ce n'est pas ça le problème. On voit bien que l'opposition est dans l'opinion et dans la rue, continue, et dans les entreprises, bien entendu, et les collectivités continuent à être d'un très haut niveau. Donc, je ne pense pas que le gouvernement ait la marge pour essayer de gagner du temps ou d'embarquer certains sur des propositions qui n'en seraient pas en réalité et qui feraient que de toute façon la colère continuerait à monter. Ce n'est pas l'intérêt ni du gouvernement ni de l'intersyndicale. Le gouvernement ne veut même pas discuter des retraites avec nous, alors que pour la 10e fois, on fait une journée de mobilisation qui est extrêmement suivie. Donc la mobilisation est toujours aussi importante. On annonce beaucoup de jeunes comme jeudi dernier. Ça prouve que le mouvement ne s'essouffle pas et que la détermination est toujours aussi importante. Je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt d'un trouble démocratique beaucoup plus vaste que ça. C'est parce qu'il n'y a plus de majorité politique dans nos pays. Finalement, regardez en Israël, vous avez la proportionnelle absolue, ça n'a pas empêché une énorme crise politique sur les réformes qu'entendait mettre en avant Benjamin Netanyahou. Et cette question, finalement, d'un refus, d'un rejet du monde dans lequel on vit, des modèles, finalement, économiques et sociaux qui sont ceux des démocraties occidentales, elle se pose aux États-Unis, elle se pose au Royaume-Uni, elle se pose un peu partout, quelles que soient les institutions. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sujet. Moi, je pense que la Ve République est morte depuis le quinquennat. La respiration naturelle qu'il y avait entre la distinction de majorité parlementaire et présidentielle n'est plus là pour assurer la soupape de sécurité. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de vision du monde, il n'y a plus de vision idéologique. On voit bien que le macronisme, de ce point de vue-là, est un échec absolu. Il n'y a pas eu de recomposition de la vie politique française, il n'y a eu qu'une décomposition. Alors, il n'en est pas responsable à lui seul. Il avait constaté, lui, que les partis étaient à bout de souffle, mais il n'a rien reconstruit derrière. Et non seulement il n'a rien reconstruit, mais j'aurais plutôt tendance à dire qu'il a empêché toute reconstruction, que ce soit au niveau politique, on le voit bien avec Renaissance, qui n'est qu'une coquille vide, qui ne représente rien, ou en empêchant la démocratie sociale d'exister. Et alors, quant aux lubies de ceux qui voudraient maintenant faire une espèce de fausse union nationale, alors on est en train de réinventer le parti unique, sans rien penser, qui plus est. Donc mais d'une absurdité absolue, aussi longtemps que nous ne pourrons pas. Et regardez la dernière campagne présidentielle, il n'y avait aucun intellectuel, ce qui en France
est quand même très très rare, parce que plus personne n'est capable de vous parler de ce que doit être, par exemple, le libéralisme dans un monde post-mondialisation, post-financiarisation du capitalisme. Même chose, la social-démocratie n'est plus capable d'exprimer une offre cohérente par rapport au monde d'aujourd'hui. Dans la mesure où on n'a pas ces offres-là, malheureusement, je crains que nous soyons condamnés à vivre ces espèces de crises qui se renouvellent. Fin du macronisme, en quelque sorte, ça serait ce que signifie cette crise aujourd'hui, Bruno Cotresse. Ça illustre effectivement les contradictions, les paradoxes ou ce qu'Emmanuel Macron a voulu. Par curiosité, je suis retourné à la vidéo fondatrice du mouvement En Marche que Emmanuel Macron avait mise en ligne en avril 2016, où au fond il reprend pratiquement aujourd'hui quasiment mot pour mot ce qu'il propose aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée d'essayer de faire venir sur des majorités de projets des gens du centre-gauche et des gens du centre-droit. C'est le projet depuis le début qui est là. Rappelons-nous la tonalité de sa campagne 2017, c'est juste parce que c'est efficace parce que c'est juste. Et on voit que le macronisme n'est pas arrivé effectivement à solidifier un corps de doctrine qui puisse permettre aux individus des processus d'identification en disant je me reconnais dans ça. Et pour le moment, le macronisme est porté par Emmanuel Macron. C'est qu'il a eu tendance depuis le centre-droit ou le centre-gauche avec McKinsey. Voilà, depuis le début. Et on n'a pas vu du tout se réaliser le projet de la pré-présidentielle 2022, qui était ces fameuses majorités avec la gauche et la droite selon les textes. « 16% des stations qui sont en difficulté, plus de la moitié dans certains départements. Est-ce que sur le front, deux fronts qui en tous les cas intéressent, celui des carburants et celui des poubelles, ça s'arrange, ou bien est-ce que on reste dans une situation qui est quand même comparable à celle qu'on a connue ces derniers jours ? Alors, chez les éboueurs, ça évolue. On a par exemple de Richebourg, qui est un opérateur privé, qui a annoncé arrêter la grève. On a toujours les salariés du secteur public, en sachant que à Paris, les arrondissements sont gérés soit sur le secteur public, soit sur le secteur privé. Donc la grève va continuer. Ce matin, François Deltraz indiquait que la mobilisation va certainement diminuer du côté des éboueurs. Donc comme je vous disais, on est dans une certaine confusion même du côté des raffineries. On a des barrages, on a des actions de certains salariés. Mais on ne sait pas trop si la mobilisation va reprendre ou non, ou va s'intensifier. Je pense que dans tous les cas, elle va continuer, mais à voir. Sur le front des carburants, il y a eu des réquisitions. Est-ce que ces réquisitions, je ne sais pas si ces réquisitions continuent, mais est-ce que 16% des stations en difficulté, plus de la moitié dans certains départements, est-ce que ça doit s'empirer, ou bien est-ce que, là encore, avec les réquisitions qui ont été décidées, on n'ira pas plus loin ? Je pense qu'on n'ira pas plus loin dans le sens où les réquisitions permettent quand même le transport du pétrole, des camions. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a non seulement les dépôts de carburant qui amènent directement aux stations-service, et ces dépôts, il y a toujours du carburant. J'avais un spécialiste la semaine dernière qui me disait les dépôts sont pleins, il n'y a pas de souci à se faire, on n'arrivera pas à la situation d'octobre dernier, donc pas de grandes inquiétudes, en tout cas selon les spécialistes. Eh bien, nous sommes rendus au jeudi 4 mai. Le premier que je peux vous proposer, c'est 14h. Le 4 mai à 14h. Voici le prochain rendez-vous disponible dans cette mairie pour créer ou renouveler son passeport ou sa carte d'identité. 7 mois d'attente, du jamais vu ici. Alors, si vous comptez partir à l'étranger l'été prochain... C'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut que vous veniez, parce qu'avoir le rendez-vous au mois de mai, en sachant que derrière, la préfecture met entre 8 et 10 semaines pour traiter votre dossier, ça veut dire que vous l'aurez pour l'été. Et pourtant, à la mairie, on ne chôme pas. Plus de 150 rendez-vous effectués chaque semaine. 2 agents à temps plein et d'autres qui se relaient pour les épauler. Mais ici, rien n'y fait.
les délais ne diminuent pas. Ça doit faire au moins 5 mois, je crois qu'on a pris rendez-vous. On voulait partir cet été, du coup on n'a pas pu. Parce que les délais étaient trop longs. On doit partir à Londres au mois de mai prochain. On essaye de s'y prendre à l'avance, ouais. Pour la mairie, une solution, que davantage de communes soient équipées d'un dispositif de recueil. Que toutes les communes puissent prendre en charge les demandes de leurs concitoyens. Car vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle mairie pour créer ou renouveler votre passeport ou votre carte d'identité, à condition seulement qu'elle soit équipée d'une station d'enregistrement. Sur le site de la NTS, vous pouvez géolocaliser les mairies équipées. Madame la Première ministre, combien de temps encore allez-vous écraser la démocratie de tout le poids de vos 49.3, de tout le choc de vos matraques, de tout le mépris d'une poignée qui décide enfermée dans son monde? Nous avons fait la réforme des retraites que les Français attendaient. Avez-vous osé affirmer ce week-end devant les quelques amis qu'il vous reste? Vous prétendez vouloir apaiser. Vous alimentez chaque jour davantage le chaudron de la colère. Vous vous prenez pour le cercle de la raison. Vous n'êtes que des raisons. Vous vous croyez dans votre bon droit. Vous jouez d'une confusion entre la légalité et la démocratie. Ce que les Français attendent, Madame la Première ministre, et vous le savez, c'est le retrait de votre projet. Les organisations syndicales, exemplairement unies contre vous, l'exigent depuis des mois. 7 Français sur 10 n'en veulent pas. 90% des salariés le rejettent. En rage devant la brutalité de votre méthode, les Français vous le disent sur tous les tons. Et aujourd'hui, 10e journée de mobilisation nationale, ils défilent à nouveau en masse dans tout le pays. Ils font grève, ils bloquent, ils pétitionnent. Mais devant un tel déferlement que nous n'avons pas connu depuis 1968, mes chers collègues, eh bien visiblement, le gouvernement, le président de la République ont perdu toute connexion au monde réel et toute humanité devant le cri sourd du pays que vous enchaînez. Et c'est un peu désespérant pour beaucoup de nos compatriotes. Alors, on a trouvé des réponses. On a enlevé, comme vous le savez, des cotisations sociales, les impôts sur les heures supplémentaires. On essaie de... Mais il faut qu'on travaille les carrières dans notre pays pour permettre de se dire, 45, 50, 55 ans, je vais voir un progrès. Soit je pourrais changer de secteur et avoir un métier qui ne me casse plus le dos et prendre en compte nos mesures, soit au moins je serai mieux payé, j'aurai des tâches qui reconnaissent mieux les choses. Ça, c'est du dialogue social et c'est indispensable. Est-ce que pour mener ces réformes, Monsieur le Président, c'est Elisabeth Borne qui est la bonne attendez, je vais Première revenir sur ministre? le champ politique, je voudrais finir sur le fond, sur le travail. C'est un sujet essentiel. On a commencé les assises du travail, mais il faut le rendre plus concret. Donc moi, je veux réengager avec les partenaires sociaux très vite sur tous ces sujets. À quelle échéance? Là, il faut le préparer dans les prochaines semaines. Donnons-nous les 3 semaines, un mois pour définir ces objets et la méthode et engager. Mais il faut pas des grandes discussions et des grandes messes. Discussions concrètes où on est tous autour de la table. Un message de fermeté. Quelques jours après les manifestations, l'IGPN l'assure, les accusations autour de la Bravem sont prises très au sérieux. À titre personnel, je ne peux qu'être choquée comme chef de l'inspection générale de la police nationale. Ce que je peux vous indiquer, c'est que nous n'enterrons pas les affaires. Les faits, rien que les faits. Le droit, rien que le droit. Des enquêtes qui font suite à des témoignages, mais aussi à des enregistrements. Certains réclament la dissolution de la brigade à moto. Il y a une pétition qui a été déposée par un citoyen sur le site de l'Assemblée nationale. Il y a 500 000 signatures. Nous serons obligés de discuter en commission des lois de la dissolution de la BRAV. Hors de question pour le préfet de police Laurent Nounès. Le comportement de quelques individus ne doit pas jeter l'opprobre sur toute une unité. Elle prouve singulièrement en ce moment toute son utilité pour le maintien de l'ordre républicain à Paris. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes la semaine dernière, notamment en marge des manifestations contre la réforme des retraites.
1500 chasseurs dans le département. Et mobilisés aujourd'hui? Et on mobilise aujourd'hui, je ne sais pas, maximum, parce qu'il y en a ici, il y en a à Villeneuve-sur-Lot, il y en a un peu à Agen aussi, donc pour l'instant, voilà. Et qu'est-ce qui explique votre venue aujourd'hui? En fait, notre venue, c'est que la présidente d'Europe Écologie Les Verts est en déplacement chez nous et on n'accepte pas qu'elle vienne, c'est tout. On est sans arrêt en train de décrier la chasse. Là, ils remettent sur le tapis début avril un jour de non-chasse. Ça repasse au niveau des députés. Donc il y en a marre, quoi. Je crois que tout est expliqué là. Voici c'est celle-là. Arrêtez de nous emmerder, laissez-nous chasser. Voilà. Donc il y en a vraiment marre, quoi. On est attaqué sans arrêt, les palombes, les chasses traditionnelles, enfin tout, quoi. Donc ça suffit, quoi. Mais justement, elle disait qu'elle venait pour discuter. Donc c'était peut-être. Si elle veut discuter, on discutera. Il n'y a pas de problème. Mais bon, apparemment, elle veut discuter. L'absence de réponse de l'exécutif conduit à une situation de tension dans le pays qui nous inquiète très fortement. En ne répondant pas à la demande de retrait en usant du 49.3, l'exécutif a fait le choix d'accentuer la crise démocratique et sociale. Pourtant, dès le début, les organisations syndicales et de jeunesse avaient prévenu l'exécutif du risque d'explosion sociale que pouvait provoquer cette réforme injuste, injustifiée et brutale. Le gouvernement a la responsabilité de garantir la sécurité et le respect du droit de grève et de manifester. Alors que le calme a toujours caractérisé le mouvement, l'intersyndicale déplore le nombre de blessés. Depuis des semaines, nos organisations ont fait preuve d'une grande responsabilité. Aujourd'hui encore, nous demandons au gouvernement de prendre la sienne. L'intersyndicale soutient les mobilisations, manifestations, les actions intersyndicales et grèves qui perdurent depuis janvier. Elle appelle les millions de travailleurs et travailleuses, les jeunes et les retraités à continuer de se mobiliser. Elle appelle à des rassemblements syndicaux de proximité, définis localement, et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestation le jeudi 6 avril, partout dans le pays. L'intersyndicale se réunira prochainement. Du Var et le 3e l'après-midi à 15h30 sur les berges du Carami. Les chiffres de la mobilisation évidemment sont incertains pour demain, mais l'intersyndicale espère faire mieux que jeudi dernier avec une mobilisation record. 30 000 personnes selon les 30 000 manifestants selon les syndicats, 12 000 selon les forces de l'ordre. Nous avons utilisé le 49.3 sur le budget. D'ailleurs, la Première ministre ne l'exclut pas, parce que le budget, c'est le moment où on se compte. C'est le moment où les députés de la majorité votent et les députés de l'opposition ne le votent pas. C'est que là, vous êtes en train de faire un cours constitutionnel. Mais en fait, on n'en est plus là. C'est pour rappeler, pardonnez-moi, un basique qui est de dire que... Mais les gens ont très bien compris désormais comment ça fonctionnait le 49.3. n'est pas une arme gouvernementale qui serait tombée du chapeau. Hein, non, moi ce que je veux comprendre, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la déclaration d'Elisabeth Borne hier? Si je comprends bien à votre explication de texte, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est pas qu'il n'y a rien de nouveau. Non, mais quand elle dit ne plus vouloir recourir au 49.3 en dehors des textes budgétaires, c'est exactement ce qu'elle a dit jusqu'à présent. Donc il n'y a rien de nouveau, rien n'a été changé par rapport à ce qui s'est passé. On rappelle une détermination qui est totale, qui est de travailler la même chose le matin même du 49.3. Je vous dis, Apolline de Malherbe, je vais vous répondre. Le président de la République nous a demandé, d'ailleurs on aura une réunion à l'Élysée tout à l'heure, où la Première ministre présentera un agenda avec la rencontre des groupes politiques, puis des syndicats, pour qu'on construise un agenda qui nous garantisse de pouvoir bâtir texte par texte des majorités avec la droite et ou avec la gauche, de manière à ce que nous n'ayons même pas à nous poser la question du 49.3.